Très bien. Donc, vous voyez le partage. J'ai essayé de vous résumer les grandes lignes à suivre pour construire une ACP. Parce qu'il faut bien comprendre le principe. C'est le même principe qu'on va essayer d'appliquer dans le chapitre 2, seulement avec, avec l'AFC. On verra après. Mais donc, il faut bien comprendre le principe comment construire une ACP. Donc, j'ai essayé de mettre les grandes lignes dans l'ordre. Ensuite, on verra un exemple détaillé pour que vous puissiez saisir et comprendre ce qu'on va faire. Très bien. Donc, il ne faut pas oublier que le but déjà crucial, c'est le plus important ici, le but, c'est de construire un sous-espace de dimension, on avait dit que de préférence 2 pour qu'on puisse visualiser comme ça dans un espace. Parce que si vous rajoutez une autre dimension, regardez. Donc, déjà, si vous rajoutez, par exemple, le troisième axe, dimension 3, la représentation va être un petit peu quand même difficile. Ça va comme ça être difficile, d'accord? C'est clair? Donc, c'est pour ça, en général, entre 2 et 3, mais de préférence 2, pour qu'on puisse présenter les individus et faire les interprétations. Et même après, parce que pour qu'on puisse aussi projeter les nouvelles variables dans l'espace factoriel. Parce que on aimerait bien aussi voir les relations entre les nouvelles variables et les anciennes variables. Et donc, de préférence, dans ce cas-là, donc il faut avoir un espace de dimension 2. Vous allez voir pourquoi. Donc, la première étape à faire, c'est de calculer la matrice des corrélations, d'accord, sur les variables initiales, après avoir centré, bien sûr, et réduit les données, d'accord. Ensuite, à partir de cette matrice-là, on calcule les valeurs propres, on détermine les valeurs propres de la matrice de corrélation. Ensuite, bon, après, parce que lorsque on va fixer le nombre d'axes à prendre entre 2 et 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en général, la matrice, on peut avoir une matrice dimension 4, 5, 6, d'accord? Bon, pour les exercices, on va essayer de se restreindre avec des matrices de corrélation dimension 2, dimension 3. Parce que déjà, la détermination des valeurs propres, bien sûr, c'est pas aussi facile. Donc, pour construire les vecteurs propres, pour chercher les vecteurs propres normés, c'est-à-dire pour chercher les axes principaux, on va essayer de chercher les axes principaux, bien sûr, les plus importants, c'est-à-dire correspondant aux plus grandes valeurs, donc à la première plus grande valeur et la deuxième plus grande valeur, d'accord? Pour construire un plan de dimension, c'est-à-dire un axe pour construire un sous-espace dimension 2. Si on veut aller à 3, donc on va chercher les 3 plus grandes valeurs propres. Ensuite, chercher les 3 axes principaux associés à ces valeurs propres. Les axes, n'oubliez pas que chaque axe principal va nous permettre de représenter une composante principale, la nouvelle variable, et donc à partir de là, on construit les CI, qui sont les composantes variables, à partir de l'expression Z fois UI, c'est le produit. N'oubliez pas que là, en cours, on a fait la démonstration, c'est-à-dire la démarche avec la matrice X, parce que pour ne pas avoir des écritures lourdes avec divisé par les écarts, moins le centre de gravité et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec la matrice X, une grande X initiale, mais c'est avec la CP classique, mais l'essentiel, le principe est le même. Hein. Donc, on va remplacer la matrice grand X par la matrice grand Z. Donc là, quand il s'agit d'une ACP normée. Une ACP normée, c'est-à-dire après avoir réduit et centré les données. D'accord? Donc, la composante principale, se calcule par ce produit-là. Donc, Z, c'est la matrice centrée réduite. Et UJ, bien sûr, sont les vecteurs propres normés, de norme égale à 1, bien sûr. Donc, c'est ces composantes-là qui vont représenter les nouvelles variables. Bien sûr, tout ce travail-là, pour qu'on puisse, on avait dit, la dernière étape, c'est de visualiser les individus dans ce nouveau plan.
Donc, j'ai essayé de schématiser ces étapes-là, c'est-à-dire le principe. Regardez. Donc, partant d'un espace de données initial dimension Rn, on a pris Mn, c'est ça, M individu, N variable, donc dans l'espace Rn. On veut donc aller vers un autre espace, un sous-espace dimension 2 de préférence, pour qu'on puisse présenter les choses. Donc F2, je l'ai noté grand F2, un sous-espace dimension 2, constitué dans les axes, bien sûr, représente les nouvelles variables, donc C1 et C2. Donc C1 associé à la plus grande valeur propre, et C2, c'est la deuxième plus grande valeur propre. D'accord? Les deux nouvelles variables C1 et C2, elles doivent être bien sûr non corrélées. Vous remarquez bien ici qu'elles sont non corrélées, elles sont orthogonales 2 à 2. Donc les deux sont orthogonales. De norme, le vecteur, c'est-à-dire l'axe principal, c'est l'axe qui représente la première composante. Donc ici, le vecteur, la norme du vecteur U1, c'est 1, la norme du vecteur U2, bien sûr, aussi c'est 1. Donc vous remarquez bien, c'est un sous-espace constitué de nouvelles variables. Les deux axes sont orthogonaux et de norme égale à 1. Et l'inertie, on projette de telle sorte que l'inertie ici soit maximale. D'accord? Comment récupérer donc ces axes? On les a déjà expliqués. C'est en se basant sur les projections et le produit scalaire. On a vu ça en détail. Donc là, c'est juste pour vous présenter les grandes lignes. Le plus important, ce qu'il faut retenir. J'ai essayé de résumer le travail, de le schématiser sous forme de plan. N'oubliez pas donc C2, on avait dit que bien sûr, c'est inertie ou bien l'information perdue par le premier axe, parce qu'on prend la plus grande valeur. Bien sûr, la plus grande valeur, on ne va pas atteindre 100% d'inertie. Donc, il y a une certaine information qui est perdue qu'on veut récupérer en général par la deuxième variable qui est le deuxième axe. D'accord? Tout dépend du problème à résoudre. Si on veut aller à la dimension 3, on va rajouter aussi la troisième composante principale. N'oubliez pas que chaque composante principale, ses coordonnées, ses composantes représentent les coordonnées des mêmes individus sur le JM axe. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture-là? Ça veut dire la première composante principale, c'est 1. Elle va contenir M composantes parce qu'on a M individus. Chaque composante n'est que la projection sur l'axe, le premier axe. C2, c'est pareil. La deuxième composante sera constituée de M la deuxième composante principale, C2, sera constituée de M composantes et chaque composante représente la projection de l'individu sur l'axe, deuxième axe. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ce sont les grandes lignes très importantes. Alors, donc là, c'est juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait la dernière fois vers la fin. C'est que lorsqu'on avait dit que le fait de projeter, c'est-à-dire le fait de projeter tout le monde, c'est-à-dire tous les individus, bien sûr, chaque individu, sa projection sur l'axe va donner une certaine valeur et une certaine composante. Donc, ce qui nous conduit vers, c'est-à-dire on va s'intéresser à la qualité de la représentation, c'est-à-dire la qualité de la représentation dans quel sens? La représentation de l'individu. Donc, quel est parmi ces individus qui a plus de poids, plus d'impact sur les autres? D'accord? On a deux critères très importants, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des critères globaux, il y a des critères individuels. Parmi les critères globaux, et en général, dans la pratique, je vous ai déjà expliqué, on avait dit qu'il y a le critère global qui représente la part d'énergie expliquée par chaque plan, chaque sous-espace ou chaque axe. On avait aussi le critère de Kaiser, on avait le histogramme, le coude et tout. Mais dans la pratique, le plus important, c'est qu'on utilise ce critère global qui consiste à chercher à calculer la part d'inertie expliquée par le sous-espace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce que je veux que l'axe 1, ou bien c'est l'axe 1, l'axe II, c'est-à-dire qu'il représente, bien autrement dit, il explique quel taux d'énergie, en général en pourcentage. Dans ce cas-là, on va s'intéresser à ce rapport qui est donné par lambda I sur la somme de lambda I. N'oubliez pas, on avait dit que la variance de chaque composante principale, elle représente l'inertie portée par cet axe. Donc, chaque valeur propre, elle représente l'inertie portée par chaque axe. Donc, le
chaque valeur propre, elle représente l'inertie portée par l'axe associé. Et donc, le rapport lambda I sur la somme des valeurs propres représente la part d'inertie expliquée par le sous-espace. Donc, si on veut un seul espace, c'est-à-dire si on prend Q égale 1, c'est-à-dire on a un seul axe, ce qui revient à chercher lambda I sur la somme des inerties. Bien sûr, on a vu que pour les données sont très réduites, l'inertie générale, en général, égale nombre de la variable, c'est n. Donc, c'est lambda I sur n. Maintenant, si la part n'est pas intéressante, elle n'est pas suffisante pour l'utilisateur, il va aller à l'espace de dimension 2. Donc, il a besoin d'un deuxième axe. Dans ce cas-là, il va chercher la part d'inertie totale portée ou bien expliquée par les deux axes. Donc, ce qui va lui donner lambda 1 plus lambda 2 divisé sur la somme de toutes les inerties. Et dans le cas on avait dit que dans le cas de matrice centrée donnée, l'inertie totale n'est que le nombre de variables, ok? N'est que le nombre de variables. Donc, en général, c'est le critère le plus important, c'est la part d'inertie. C'est suffisant quand même, il est intéressant comme critère global. C'est ce qu'on applique dans la pratique, d'accord? Parmi les critères individuels, on a deux critères, c'est individuel, pourquoi? Bon, individuel, c'est-à-dire dans quel sens? C'est relativement la contribution des individus. Donc, contribution de chaque individu par rapport à l'axe, on la calcule par ce rapport que l'on a vu l'autre fois, la somme CIJ au carré sur la norme de XI au carré. Donc, quand il s'agit d'un seul axe, c'est seulement CI1, par exemple, au carré sur la norme de XI. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on dit qu'il s'agit de la contribution de l'individu XI par rapport à un axe. On a Q égale 1, si on a un seul axe. Mais réellement, cette contribution de l'individu XI sur cet axe, elle est représentée par quoi? Elle est définie par le cosinus de θ au carré. On a expliqué autrefois, là je remonte sur ce qu'on a fait l'autre fois. C'est ça, Haïlik? Donc, si on a seulement un seul axe, on a l'individu XI, on projette, d'accord? Donc, cet angle-là est très important. C'est le θ compris entre l'individu et l'axe de projection, d'accord? Alors, la contribution de l'individu, pardon, XI sur l'axe, ce n'est que cos θ au carré. Parce que cos θ, là, on a bien défini. C'est ça, parce que n'oubliez pas, par définition, cos θ, c'est bien sûr c'est l'adjacence sur la corde, donc c'est 7i1 sur la norme de xi, n'est-ce pas? Cos θ, c'est l'adjacence sur la corde, donc c'est ci1 sur la norme de xi. En passant au carré, j'obtiens ci1 au carré sur la norme de x au carré. Pourquoi je passe au carré? Parce qu'elle représente ici, il faut avoir le carré qui est là. Donc lorsque q égale 1, j'obtiens phi 1 et est toujours donné par le carré du cosinus. Donc, comment il faut retenir le résultat? C'est très simple. Il faut juste retenir que la contribution de l'individu XI, n'importe quel individu, par rapport à un axe, elle est donnée par le cos θ au carré, le cosinus de l'angle inscrit entre l'individu et l'axe. C'est le même résultat. Si on a deux axes, ça va être la même chose, le cosinus de l'angle au carré, bien sûr, de l'angle inscrit entre l'individu et le deuxième axe. Et donc, finalement, ce rapport-là, il représente la somme des cosinus des angles au carré. D'accord? Des angles inscrits entre l'individu et l'axe associé. Donc, si on a Q, donc on aura Q cos θ au carré. D'accord? Donc, c'est très simple à retenir. Donc, j'ai essayé de schématiser ça.
C'est ça. Donc là, c'est pour le premier, un seul axe. Donc ici, la relation, c'est pour un seul axe. Par contre, là, supposons qu'on a un plan, bien un espace dimension 3. Donc, on aura 302 cos au carré. D'accord? Là, c'est la qualité de la représentation des individus. Le deuxième, c'est la somme des cosinus au carré. Hein? Cosinus carré. Par contre, deuxième critère individuel, c'est la contribution apportée par les individus pour chaque axe. Elle est donnée par, donc c'est la contribution, c'est ça, apportée par l'individu XI pour l'axe XJ. Elle est donnée par 1 sur M fois CIJ au carré sur lambda J, sachant que lambda J, n'oubliez pas, c'est l'inertie portée par l'axe. D'accord? Donc, c'est simple à retenir. Elle n'est pas difficile, la formule. Quand on comprend les facteurs qui interviennent dans la formule de l'expression, c'est simple à retenir. N'oubliez pas que lambda J, c'est-à-dire pour n'importe quel axe, parce qu'on a ici par rapport à la JM composante, c'est par rapport à la JM axe. Composante quoi? Composante principale, bien sûr. Ça veut dire composante principale. Et donc, ce qui veut dire, c'est par rapport au JM axe. N'oubliez pas, on avait dit que c'est un résultat qu'il faut bien retenir, que chaque axe porte une quantité d'information d'inertie. Cette quantité est exprimée par la valeur propre. Donc, lambda J, c'est la variance de la composante principale et elle représente l'inertie portée par l'axe J. 1 sur M, c'est donc 1 sur M, ce n'est que 1 sur M, ce n'est que le poids associé à l'individu XI. Et donc, le poids, le facteur le plus important dans cette formule, c'est le CIJ au carré. Parce que pour tous les individus, lambda J, comme il s'agit de contribution de XI par rapport à la JM composante, les XI, on a X1, X2, X3, Xn, parce qu'on a un individu. Donc, dans cette formule, qu'est-ce qui varie le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui varie? C'est le CIJ au carré. Lambda J, c'est la variance, c'est l'inertie portée par l'axe, la composante J, XJ. Et donc, elle est, si vous voulez, elle est la même pour tous les individus. Et 1 sur M, c'est le poids associé pour chaque individu et le même pour tout le monde. Et donc, c'est cette quantité-là, ce facteur-là, qui a plus de poids, c'est le CIJ au carré. D'accord? Et là, donc, si vous remarquez bien, c'est à chaque fois, c'est la composante, bien sûr, c'est la composante c'est la première coordonnée de la composante principale, c'est les composantes, les coordonnées des composantes principales. Ce qui revient dire aussi, c'est les projections des XI. Et c'est normal parce que déjà pour la construction des composantes principales, on s'est basé sur les projections et le produit scalaire parce que la projection sur l'axe, elle représente l'information retenue dans le nouveau plan. Donc, c'est très, très important, ces composantes et ces échis. Donc, d'une manière générale, c'est ça. Donc, d'une manière générale, j'ai essayé donc de vous résumer les grandes lignes, les étapes à suivre et les critères qu'on va utiliser. Est-ce que c'est clair par rapport à l'autre fois? Après, bon, je vous ai préparé un exemple quand même détaillé. On le fera après. Est-ce clair? D'accord? Vous m'entendez? D'accord. Deuxième objectif, c'est dual, c'est complémentaire. Pourquoi c'est complémentaire, c'est dual? C'est l'étude qui a été faite sur les individus, c'est l'étude la plus importante. Pour l'espace des variables, dans la représentation des variables dans l'espace des individus, c'est une étude de dual dans le sens que ça peut être déduite
à partir de la première étude. Là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de déterminer les Q nouveaux individus qui vont représenter donc les nouvelles Q composantes principales, Q axe, d'accord, dans lequel, bien sûr, on pourra représenter les variables. Donc, on s'intéressera à quoi? On s'intéressera à la représentation des variables. Mais comme les variables, il faut bien retenir, parce que vous allez voir le but de cette étude duale, comme les variables en général, les relations, bien les proximités, liaisons entre les variables, elles se mesurent par les corrélations. Et en général, donc, on travaille aussi avec des matrices centrées de données. Donc, les variables après auront la norme égale à 1. Donc, elles auront donc les normes égales à 1 et on va s'intéresser aux liaisons, donc les relations les mesures de liaison entre les variables, les corrélations. Les valeurs de corrélation, en général, c'est entre moins 1 et 1. Donc, la représentation, finalement, dans le plan des individus, sera dans le plan, ce sera dans un cercle on l'appelle cercle de corrélation. Bon, un cercle de corrélation générale. Et il va être construit à partir de deux axes perpendiculaires, parce que le cercle dans lequel pour présenter les cosinus θ, c'est l'axe X, c'est l'axe des cosinus, et l'axe orthogonal, c'est-à-dire celui qui est vertical, c'est l'axe des sinus. Donc, là, on peut le représenter dans un cercle de corrélation, tout simplement parce que les corrélations, leurs valeurs sont prises entre moins 1 et 1, et les normes, les variances de chaque nouvelle variable est de norme égale à 1. Donc, la distance, si vous voulez, par rapport au centre de gravité, donc, comme égale à 1, la distance égale à 1, donc pourquoi ne pas présenter les variables dans le plan factoriel qui va être, si vous voulez, présenté par un cercle. D'accord? Seulement, c'est le plan factoriel avec le nouveau plan qui sera comme si réduit ou bien résumé ou bien présenté par un cercle. Et donc, les variables sont présentées finalement dans le plan factoriel, c'est-à-dire dans le cercle de corrélation. Donc, dans cette étude-là, on va pas aller dans les détails, je vais vous donner juste les explications. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait pour l'espace des nuages sera fait pour l'espace des variables. Donc, on ne va pas refaire l'étude, c'est le même principe. Seulement, la matrice à prendre, donc en général, c'est la matrice vue en tant qu'individu, c'est-à-dire matrice en tant que vecteur ligne, pas vecteur colonne, c'est tout. Bon, l'exemple, on le traitera vers la fin. Je vais vous donner après, on va revenir sur cet exemple. C'est ça. Donc, l'analyse duale, c'est ça. C'est construire le meilleur sous-espace du nuage de points, mais cette fois-ci, c'est pour le nuage des points variables. D'accord? Donc, on va essayer de déterminer le Q nouveaux individus comme axe du repère du nuage de points variables. Le principe étant le même, d'accord? Le principe étant le même, seulement, puisque le principe étant le même et la matrice, il s'agit toujours de la même matrice, seulement une fois, elle est vue en tant que matrice, en tant que vecteur colonne, ou bien matrice vue en tant que vecteur ligne. Donc, il y a une relation, ces relations-là vont nous permettre de passer de l'espace des individus vers l'espace des variables, via, bien moyennant des relations dites relations de transition. D'accord? On va donc juste vous donner les relations, après on va essayer de les appliquer, c'est tout. Donc, c'est ça. Allant de l'espace des individus, on peut aller vers l'espace des variables. On n'est pas obligé de tout refaire le premier. Seulement, on a vu ça dans l'exercice précédent, dans la semaine passée. La matrice donc X transposée de X, en général, c'est la matrice qui donne des informations sur l'espace des individus. On a vu de ça dans l'exercice. Par contre, donc X transposée de X, c'est la matrice qui donne des informations sur les variables. La matrice des variances, covariances sur les variables, maintenant c'est sur les individus, c'est tout. On va donc les relations de transition, on va les appliquer après. On a vu aussi autrefois un résultat qui est très important, qui dit quoi? Qui dit que la matrice, autrement dit, la matrice des variables, ou bien la matrice des individus, on avait dit que la matrice des individus a le même nombre de valeurs propres,
et le reste égale à 0. D'accord? Donc, on s'intéresse aux valeurs propres non nulles automatiquement parce que la variance, on avait dit que les variances en général pour les composantes principales représentent l'inertie et on s'intéresse aux valeurs plus grandes valeurs propres. Et donc, on ne va pas s'intéresser aux valeurs propres égales à 0, ce qui revient donc, on va s'intéresser aux valeurs non nulles. Et donc, le nombre de valeurs propres de la matrice des variables coïncide avec le nombre de variables, avec le nombre de valeurs propres de la matrice des informations sur les individus. C'est un résultat qui est très important, qu'il faut bien retenir. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, on a vu l'autre fois, on avait dit que les valeurs propres coïncident avec celles de l'espace des individus, seulement le reste est toujours égal avec plus autres valeurs égales à 0, parce que le nombre de variables en général égale la dimension de la matrice. Hein. Donc, les valeurs propres non nulles de la matrice des informations, de matrice des variables txx coïncident avec celles des individus, et les autres sont nulles. Donc, puisqu'on s'intéresse aux valeurs propres non nulles, et donc, elles auront le même nombre de valeurs propres. Donc, pas de problème sur ce point-là. Donc, vous remarquez les propriétés d'algèbre linéaire qui interviennent et qui nous facilitent, bien sûr, le travail. Alors, donc, si on considère lambda k est une valeur propre pour le premier espace, et UK, donc, et UK sont vecteurs propres normés, ce qui correspond bien sûr à l'axe principal, et CK, sa composante principale, d'accord? Alors, on a les relations suivantes. On a la relation suivante, c'est que le vecteur, donc l'axe principal associé à l'information des variables, la matrice des informations sur les individus, VK, égale 1 sur racine lambda k fois la matrice X fois UK, UK qui représente le vecteur propre, bien l'axe principal associé à la valeur propre lambda k de la matrice des variables. D'accord? Donc, vous remarquez bien, elles sont reliées par 1 sur racine lambda k. À partir de là, sachant que x fois uk c'est ck et transpose de x fois vk c'est φk, et ck et φk sont les composantes principales. Φk c'est pour la matrice des individus, des variables, pardon, et ck c'est pour la matrice des variables. Φk pour la matrice des individus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut aller de la première, de ces composantes CK vers FK en utilisant la formule suivante, qui sont très très importantes, c'est que FK n'est que racine de lambda K fois UK. C'est ce qu'il faut retenir, les composantes. FK, ce sont les composantes de la composante principale FK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les composantes principales de la matrice des individus égale racine de lambda k fois UK, qui sont les vecteurs propres normés associés à la matrice vecteurs associés aux valeurs propres obtenues à partir de la matrice des variables. Donc, et bien sûr, lambda k, c'est les valeurs propres de la matrice des variables. Donc, vous remarquez finalement, l'étude se résume toujours pour la matrice des variables, c'est-à-dire pour l'espace des individus. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé l'étude détaillée. Je vous ai donné l'étude détaillée sur la matrice, sur l'espace des individus, parce que c'est le plus important. Après, pour les variables, c'est rien. C'est juste la formule qu'on va utiliser. D'accord? Donc, les lambda k sont les valeurs propres associées à la matrice des variables. Et ce sont les mêmes valeurs, de toute façon, ce sont les mêmes valeurs propres associées à la matrice des individus. Hein. Donc, il faut bien retenir ce résultat. D'accord? À partir de là, on pourra présenter les composantes principales, les nouvelles variables dans l'espace, dans le plan principal. Et pratiquement, ces FJK, les composantes Hadouma, les FJK, les racines lambda k UJK, qu'est-ce qu'elles représentent?
elles ne représentent que les corrélations entre les nouvelles variables et l'ancienne variable. Donc, les composantes de cette composante principale FICA, ce n'est que les corrélations entre les anciennes variables et les nouvelles variables. CK, ce sont les nouvelles et XJ sont les initiales. D'accord? Donc, du moment qu'il s'agit de corrélation, c'est pour ça qu'on pourra présenter ces variables dans le cercle de corrélation. Donc, la présentation des variables en général, à quoi on s'intéresse? On s'intéresse à la présentation des variables dans le plan factoriel, le nouveau plan factoriel, qui est présenté par C1 et C2, qui sont les composantes principales obtenues en faisant l'analyse de l'espace des individus. D'accord? Donc, vous remarquez en rouge, par exemple, c'est la variable 1, la variable, ce qui est en rouge, ce sont les variables. Donc, puisque les relations entre les variables, c'est mesuré par les corrélations, donc quelles sont les variables les plus importantes ici? C'est celles, bien sûr, c'est celles qui ont plutôt un cosinus s'approche de 1, supérieur à 1, et donc c'est les variables qui seront situées proches, d'accord, ou bien à proximité du périmètre du cercle, qui sont présentées ici, qui sont proches du périmètre du cercle de corrélation. Pourquoi? Parce que là, le rayon égal à 1, d'accord? Et le cosinus, qu'on a fait les corrélations, les valeurs sont entre moins 1 et 1. C'est le coefficient de corrélation. Bon, on dit en général corrélation, mais c'est le coefficient de corrélation. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il mesure l'intensité de la relation. D'accord? L'intensité. Donc, s'il est proche de 1, ça veut dire l'intensité, elle est forte. Et donc, c'est proche du périmètre. Ça veut dire que les variables, elles sont de forte corrélation. D'accord? Donc là, ça nous permet aussi de voir les corrélations entre les anciennes XJ et avec les composantes. Parce que là, donc là, vous remarquez, donc là, il y a XI. Par exemple, je prends cette variable. Donc, finalement, l'angle qui est entre la composante C1, parce qu'en général, le rayon de corrélation représente le cosinus de l'angle entre l'axe et la variable. D'accord? Donc, c'est pour ça on s'intéresse aussi. Donc, cette corrélation n'est que le cosinus de cet angle qui est entre la variable et les axes. Et les axes, les composantes principales. D'accord? Donc, à partir de là, on peut voir les relations entre les variables. Celles qui ont une relation faible, on peut les négliger. Donc, c'est une façon aussi de confirmer le choix des variables qui a été fait dans l'étude de l'image des individus. D'accord? Donc, dans le cercle de corrélation constitué, donc, c'est ça. On a un plan. Vous remarquez bien, j'ai mis exprès les axes C1 et C2. Donc, le cercle, seulement parce que les valeurs entre moins 1 et 1, c'est pour ça. Les valeurs entre moins 1 et 1, la variance, la norme égale à 1. Donc, pourquoi ne pas mettre tout le monde dans un cercle? Mais à vrai dire, c'est la représentation des variables dans le plan. D'accord? À vrai dire, donc, il s'agit de la représentation des variables dans le plan factoriel, dans le nouveau plan. Mais seulement, on le représente dans un cercle de corrélation parce que les valeurs sont ces valeurs entre moins 1 et 1. Et donc, regardez là, donc si je prends une seule variable, le cosinus, il va représenter, donné par le rayon de corrélation R, RXJ, XK, on voit qu'il représente donc là c'est RXI, c'est 1, on a RX1, c'est 2, qui est calculé à partir de là. Donc, les composantes de phi, A2, phi K. Donc, chaque composante, elle représente la corrélation de la variable avec l'axe, avec l'un des axes. Pour tout cas, K égale 1 ou 2, donc c'est la corrélation entre la variable et les axes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a projeté les variables dans l'espace factoriel.
On va faire un exemple. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? On va essayer de faire un petit exercice, un petit exemple, pour mieux voir les choses de près. Un exemple. D'accord? Je vous donne cette matrice. Prenez juste, s'il vous plaît, les données sur une feuille. Comme ça, vous allez travailler avec moi, faire les calculs. Alors, notez, s'il vous plaît, Malik. Notez cette matrice de données. On va essayer d'illustrer ces idées-là sur une matrice de données, dimension 4,3, c'est-à-dire 4 individus, d'accord? Trois variables observées sur 4 individus. Donc, matrice de type 4,3. 4,3, donc on a 3 variables observées donc sur 4 individus. 4 individus. Donc, on va essayer d'étudier la matrice de variance-covariance, corrélation, calculer les... Donc, notez bien, si vous voulez, notez bien les questions, comme ça on va essayer de travailler sur cette matrice. En même temps, vous allez essayer de travailler avec moi. Je vous donne juste quelques minutes. Notez bien les questions. Donc, j'ai essayé de poser des questions autrement, comme application à ce qu'on a vu. Donc, déterminer la matrice de variance, covariance et celle de corrélation. Calculer les variances des différentes composantes principales. D'accord? Mais là, vous remarquez après, vous allez voir après comment il faut répondre, ce que représentent ces notions-là et comment il faut répondre. Calculer le taux d'inertie expliqué par chaque axe. Justifier le nombre d'axes à retenir. Déterminer les composantes, bien les coordonnées des individus le long des axes choisis. C'est-à-dire, on vous demande de chercher les composantes des individus dans le plan, ou bien dans, tout dépend, dans le sous-espace choisi. Hein. C'est-à-dire dans le plan factoriel, dans le sous-espace factoriel qu'on va construire. Ensuite, étudier la corrélation entre les variables initiales et les composantes principales, ce qui revient à étudier, à calculer les R des corrélations XJ et CJ, ce qui revient à déterminer les corrélations entre les nouvelles variables et les anciennes les variables initiales. Notez bien, s'il vous plaît, les grandes lignes de cet exemple pour que vous puissiez me suivre après. On va travailler ensemble. C'est un exemple parce qu'il faut quand même, il faut prendre une feuille, un stylo et travailler pour que vous puissiez retenir et comprendre. C'est bon, c'est noté? Oui, madame. Très bien. On passe donc à l'exercice, à l'exemple. Donc, la matrice des variances, donc la matrice, donc je peux aller. Je vais commencer, on va commencer, je l'ai mis vers la fin. Regardez ici. Alors, je vous donne donc
On vous demande de chercher tout d'abord la matrice des variance-covariance et celle de corrélation. D'accord? Alors, essayez de calculer la matrice, s'il vous plaît. La matrice, donc la matrice des... Bon, on vous a demandé la matrice des variance-covariance et celle de corrélation, sachant que pour aller vers la matrice de corrélation, en général, on est obligé quand même de passer par la matrice des variance-covariance. Pourquoi? Plus précisément, pas forcément par V, mais par la matrice qui constitue V. C'est-à-dire, pour la matrice des variance-covariance, on avait dit que c'est 1 sur 1, transpose de Y fois Y. Par contre, la celle de corrélation, c'est 1 sur 1, TZ fois Z. Mais Z, ce n'est que la matrice Y, n'est-ce pas, normée. Et Y, ce n'est que la matrice X centrée. Donc, pour récupérer la matrice des variance-covariance, on va de X vers Y. Par contre, pour terminer la matrice de corrélation, on va de X vers Y vers Z. Y, c'est X centré. Z, c'est Y normé. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein? Donc, on a la matrice initiale X. On va en général vers Y, qui est la matrice centrée. Amener tout le monde au voisinage de l'origine dans le centre de gravité. On va la matrice obtenue. En général, on la normalise par les écartés pour avoir une matrice réduite. La matrice centrée réduite Z, on récupère la matrice de corrélation. Et la matrice des variance-covariance, en général, on la calcule à partir juste de la matrice centrée. Donc, c'est simple à retenir. D'accord? Alors, essayez de calculer, s'il vous plaît, Y. Bon, donc pour aller vers V, vous êtes obligé de passer par Y. On va donner Y, nous allons vers V. Allez, essayez de faire les calculs. Donc tout d'abord, il faut chercher quoi? Autrement dit, donc tout d'abord, on doit chercher le nouveau point d'origine qui est le centre de gravité, n'est-ce pas? Première étape, c'est de chercher le nouveau point origine qui représente le centre de gravité. Vous ne pouvez pas chercher ni V, ni R sans passer tout d'abord par... C'est indispensable. Donc, il y a des questions après. On n'est pas obligé de vous poser les questions, c'est-à-dire une par une, mais c'est à vous de quand même de savoir quoi faire. D'accord? Donc, tout d'abord, cherchez le nouveau point d'origine, qui est le centre de gravité. Donc, c'est combien? De 1, 2. Alors, votre camarade, quelqu'un, donc, les bouchards, stop. 1, 2, 1, 2. Pour les autres, s'il vous plaît, 8 sur 4, 4 sur 4, 8 sur 4. Et donc, c'est 2, 1, 2. 8, très bien. C'est ça. Donc, c'est la somme des composants. Très bien. Donc, à partir de donc ça, c'est une centre de gravité qui va représenter le nouveau point d'origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va translater tout le monde vers ce point d'origine qui est le centre de gravité, en faisant bien sûr la soustraction, qu'on a chaque nouvelle variable, on lui soustrait donc la composante sa moyenne arithmétique. C'est comme ça qu'il faut retenir, c'est très simple à retenir. Donc chaque variable, on va lui soustraire sa moyenne arithmétique. Donc la première variable, donc le 2, la deuxième variable, moins le 1, la troisième, moins 2. D'accord? Très bien. Donc qu'est-ce qu'on aura comme matrice? Donc, le centre de gravité, c'est de 1, 2. Donc, 8 sur 4, 4 sur 4, 8 sur 4, très bien. Donc, Y, c'est ça. Donc, la matrice des variance-covariance, qu'on a, c'est en fonction de Y toujours. Donc, c'est 1 sur 4, c'est le poids, fois TY, Y. Donc, ce qu'on a, c'est la matrice centrée. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on aura? De 1, 2. Donc, de la matrice initiale, allez, de la matrice AD, X, je la prends.
D'accord? Donc, 0, moins 2, 0, moins 2, 4, moins 2, 4, moins 2. On aura la première variable. 2, moins 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1. Ensuite, 3, moins 2, 3, moins 2, 1, moins 2, 1, moins 2. Donc, elle dit la matrice Y, c'est la matrice centrée. Une fois on a récupéré la matrice centrée, on peut rechercher la matrice des variances-covariances. Donc, c'est juste la matrice centrée, mais elle n'est pas réduite. On a V, c'est 1 quart, TY, Y. D'accord? Très bien. Bien sûr, vous remarquez bien, en général, elle est de type 4-3, mais le fait de prendre TY, Y, donc tous les 3, 4, c'est-à-dire V, elle sera de type quoi? Donc, transposé, donc tous les de type 3, 4, d'accord, fois la matrice Y est de type 4-3, ce qui donne un type de combien? 3-3. Donc, vous remarquez, c'est pour ça, on récupère toujours des matrices carrées. Hein. Pour la variance-corrélation, toujours des matrices carrées. Comme elle interprète les relations entre les variables, donc il y a toujours la dimension de la variable. Allez, la dimension donc des variables, le nombre de variables plutôt, donc égale de type 3-3. Donc, on aura 3-3. D'accord? Donc, c'est juste pour la matrice centrée. Alors, maintenant, pour récupérer la matrice de corrélation, c'est la matrice de corrélation, bien sûr, en général, c'est à partir de matrices de données centrées réduites, donc à partir de Y, on va vers la matrice Z. Pour aller vers la matrice de Z, il suffit juste de normaliser chaque variable. Chaque variable centrée, on la normalise par son écart type. Donc, ça veut dire quoi son écart type? C'est sa norme, c'est sa racine, la racine de la variance. C'est très simple à retenir. Donc, une fois on a dit, chaque variable, on va la normaliser par la racine de sa norme. Bon, racine 2, c'est ça. Donc, on calcule les écarts des variables, sigma xj. Donc, c'est la racine. La racine, donc la norme de chaque nouvelle variable. Donc, bien sûr, pondéré. Donc, c'est 1 quart fois 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc, 4 fois 4, c'est 16. 16 sur 4, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, on aura racine de 2. On va la même chose ici, c'est racine de la somme des carrés fois c'est les variances, bien sûr, c'est les normes pondérées, divisé par 4. Donc, 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, 4 divisé par 4, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. De même ici, vous remarquez que presque les mêmes valeurs, donc c'est 1. Donc, ce qui revient donc pour récupérer à partir de Y, on cherche d'abord la matrice centrée réduite qui est notée en général Z. D'accord? Définie par la matrice Z, c'est le YJ, YJ, divisé par l'écart type de chaque variable. Très bien. Donc, moins 2 sur 2, moins 2 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2. On a 1 sur 1, moins 1 sur 1, 1 sur 1, moins 1 sur 1. De même ici, 1 sur 1, 1 sur 1, moins 1 sur 1, moins 1 sur 1. Et on récupère la matrice Z. D'accord? Donc, de X vers Y vers Z. D'accord? Ensuite, on cherche maintenant la matrice des corrélations. La matrice des corrélations est très, très importante. Et elle interprète, bien sûr, elle interprète les corrélations entre eux. Les corrélations entre quoi? La matrice R. La matrice R, c'est les corrélations entre les variables initiales. Donc, il faut faire attention. Vers la fin, donc les RI, XI, XJ, CK, d'accord? C'est les corrélations entre les nouvelles variables et les variables initiales. Par contre, avec la matrice R, c'est matrice de corrélation, d'accord? Des variables initiales. Hein? Elle est du type combien? Donc, elle est définie par 1 quart TZZ. Z, c'est 4,3, donc TZ, c'est bien sûr 3,4, fois 4,3, c'est 3,3. Et la même chose, sa dimension égale toujours le nombre de variables. Et c'est logique, parce qu'elle interprète les corrélations entre les variables. On a 3 variables, donc on ne peut pas être de dimension 4 ou bien 5. C'est illogique. OK? Les valeurs, comme vous remarquez bien, que toutes les valeurs, elles sont comprises entre moins 1 et 1. D'accord? Le rayon de corrélation qu'on a, ces valeurs sont entre moins 1 et 1. En module, c'est toujours inférieur ou égal à 1. En valeur absolue, c'est-à-dire que c'est toujours inférieur ou égal à
Impossible d'avoir une valeur supérieure à 1 parce qu'on a déjà, on a centré, on a réduit donc les variables. Donc, c'est des petites erreurs qu'il ne faut pas aller faire. À un moment donné, vous pouvez contrôler vos résultats. Vous pouvez contrôler vos résultats. Si vous trouvez comme ça des variables, des valeurs incohérentes, c'est-à-dire qu'il faut refaire vos calculs, qu'il y a une erreur de calcul quelque part. D'accord? Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Notez bien qu'on est en train, du moment qu'on va travailler maintenant sur R, sur la matrice de corrélation, notez bien qu'on est en train d'appliquer une ACP normée. Dès que vous cherchez les valeurs propres sur R, il s'agit d'une ACP normée. Nous, quand on a fait le V, on a la matrice de variance-covariance, on a le Z, c'est-à-dire ici qu'on est en train de travailler avec l'ACP classique. Et le fait de réduire, les données sont très réduites. Il y a un contexte de corrélation. Là, ça veut dire qu'on est en train de travailler avec une ACP normée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé comme deuxième question? On vous a demandé de chercher les variances des différentes composantes principales. Là, alors, la question a été posée indirectement. On vous demande les variances des différentes composantes principales. Autrement dit, on vous demande de chercher les inerties portées par les nouvelles composantes principales. Bien sûr, on a bien la variance de chaque composante principale, elle représente les valeurs propres, une valeur propre. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande tout d'abord de chercher les valeurs propres. D'accord? Qui représentent les variances des composantes principales. Donc, on va chercher les valeurs propres. Les valeurs propres de quoi? Les valeurs propres de la matrice 2 à 1. Je connais les valeurs propres de la matrice de corrélation. D'accord? On récupère donc les valeurs propres. On cherche les valeurs propres. Je vous donne 2 minutes, 3 minutes. Ici, de chercher les valeurs propres de la matrice R. Elle n'est pas difficile, comme il y a des zéros dans la matrice. Donc, les calculs sont très simples à faire. Allez-y. Essayez de chercher les valeurs propres. Donc, les variances qu'on a des composantes principales sont les valeurs propres. Donc, pour chercher les valeurs propres, tout revient à calculer quoi? À chercher le déterminant de R moins lambda identité. N'est-ce pas? Les valeurs propres sont les racines du polynôme déterminant de R moins lambda identité. Donc, essayez de chercher les valeurs propres de R. Dites-moi combien vous trouvez. Et dimension 3. On doit trouver 3 valeurs propres. Allez, essayez de faire les calculs. Je vous donne quelques minutes. Donc, le déterminant de R moins lambda identité. Donc, il va vous donner 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda. Et donc, c'est 1 moins lambda, 2 fois 1 moins lambda au carré, plus moins plus, moins 1, moins 1 fois, donc, 1 moins lambda. Oui, donc les valeurs propres, c'est pas difficile à calculer. Allez-y. Alors, une réponse. 1 moins lambda, donc, oui, puissance 1 moins lambda 2 plus 1. Et donc, vous trouvez combien de valeurs propres? Quelles sont les valeurs propres? Égale à combien?
1, 1 lambda, hein? Et les racines sont des bouchons. Et donc, vous trouvez combien de valeurs? Quelles sont les valeurs? Pourquoi 1 moins lambda 2 puissance? Vous voulez dire 1 moins, pourquoi 1 moins i? Je n'ai pas compris. Je veux dire que tu as trouvé 1 moins lambda puissance 2. 1 moins lambda puissance 2 plus 1. Il faut avoir un polynôme de degré 3. Parce que la matrice est de dimension 3. Si vous mettez 1 moins lambda puissance 2, vous retombez sur un polynôme de degré 2 plus 1. 1 moins lambda puissance 2 plus 1, c'est-à-dire lambda au carré. Là, vous tombez sur un polynôme de degré 2. Or, la matrice est de dimension 3. Donc, il faut avoir un polynôme de degré 3. Il faut avoir 3 valeurs propres. D'accord? Toujours le nombre de valeurs propres coïncide avec la dimension de... C'est-à-dire, en général, le déterminant du polynôme caractéristique est de degré égal à la dimension de la matrice. Et donc, autrement dit, le nombre de valeurs propres coïncide avec la dimension de la matrice. Est-ce clair? Donc, cette petite remarque. Alors, s'il vous plaît, pour les autres, essayez de faire des calculs, s'il vous plaît. C'est important, donc il faut s'exercer. Au moins, c'est l'occasion de s'exercer. C'est pas difficile, donc c'est rapide. Allez-y. Allô, vous me suivez, s'il vous plaît? Je vois pas de réaction, pas d'écho de votre part. OK. On avait dit que donc pour chercher les valeurs propres, tu reviens à chercher le déterminant de quelle matrice? De R moins lambda identité. Donc, tu reviens à chercher le déterminant de 1 moins lambda, 0 moins 1, 0, 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda. C'est ce déterminant qu'on va chercher. D'accord, c'est clair? Comme une dimension comme la matrice dimension 3, on va avoir un polynôme de degré 3, et donc on va avoir 3 valeurs propres. Notez bien ces petites remarques-là, mais comme vous pouvez toujours, il y a des petites astuces qui vous permettent de contrôler parfois vos résultats et donc de se corriger si toutefois il y a une erreur. Est-ce que c'est clair à ouf? Est-ce clair à ouf? Oui, madame, merci. Donc, on a le déterminant de 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda. Allez, j'attends vos résultats parce que ce n'est pas difficile sur une matrice qui est simple. Allez-y. Donc, malgré qu'il y a une dimension 3, mais qu'il y a un 0 quelque part, ça veut dire il y a deux déterminants d'ordre 2 à développer. C'est tout. Deux déterminants d'ordre 2 à développer. Alors, vous trouvez combien?
Donc, alors, les variances sont les valeurs propres de la matrice des corrélations. On a le déterminant suivant. C'est le déterminant de R moins lambda identité. Et donc, ce n'est que d'accord? Donc, c'est 1 moins lambda. J'élimine la première ligne, la première colonne. Il y aura dit 1 moins lambda au carré, moins 0 fois 0. Donc, c'est ça. Moins, donc il ne faut pas oublier pour tout à l'heure, c'est multiplié par 1 moins lambda. Moins, on a qu'un 0, donc c'est plus, il n'y a rien à calculer, donc plus, moins, plus, donc moins 1. J'élimine la dernière ligne, la première colonne, il y aura donc 0 fois 0, moins 1 fois 1 moins lambda. D'accord? C'est clair, tout à l'heure, c'est qui? Ah, ouf, les bouchas. Donc, les bouchas, tu as oublié le, ici, on a 1 moins lambda au carré, multiplié par 1 moins lambda. D'accord? Tu as oublié de multiplier par 1 moins lambda, on va donner moins, on a 1 moins lambda. Vous avez vu donc votre erreur? C'est pour ça que vous prenez la peine de calculer, pour que vous puissiez voir l'erreur. Parce que sinon, d'accord? Pour que vous puissiez voir l'erreur. Très bien. Donc, c'est ça, c'est les racines de ce polynôme. 1 moins lambda, donc, fois 1 moins lambda au carré moins 1 moins lambda. Je ne développe pas, je vais sortir 1 moins lambda au facteur parce que je cherche les racines. Donc, j'aimerais bien qu'il soit sous forme de produit de facteur parce que c'est plus simple. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme racine? Ou bien 1 moins lambda égale à 0, ou bien 1 moins lambda au carré moins 1 égale à 0. Donc, la première racine, c'est lambda 1 égale 1. Les autres racines sont 1 moins lambda égale 1 moins lambda égale moins 1. Et donc, lambda 2 égale 0 et lambda 3 égale à 2. Donc, vous remarquez bien qu'il y a 3 valeurs propres. Donc, les variances des différentes composantes principales sont 1 et 2. Bon, la troisième, c'est 0, ce sera la dernière composante, mais comme c'est 0, ce n'est pas intéressant, ça veut dire l'inertie. L'inertie, c'est 0%, donc ce n'est pas intéressant. Donc, finalement, on va s'intéresser à la première et la dernière, à 1 et 2. Et plus précisément, à la plus grande, c'est-à-dire tout d'abord à 2 et ensuite à 1, à compléter si toutefois le pourcentage n'est pas intéressant. D'accord? Très bien. Donc, notez bien que la variance, c'est une valeur propre. C'est un résultat. Alors, on vous a demandé qu'est-ce qu'on vous a demandé comme question? D'interpréter les inerties portées par chaque axe principal. Alors, les valeurs propres, justement, elles interprètent les inerties portées par chaque axe principal. Donc, l'inertie totale, c'est la somme des valeurs propres, c'est lambda 1 plus lambda 2 plus 3. Donc, vous remarquez bien, c'est n égale nombre de variables. Dans le cas, bien sûr, dans le cas où les matrices sont très données, elles sont très réduites. Notez bien que dans le cas des matrices sont très réduites, la somme des valeurs propres, c'est-à-dire l'inertie totale, égale à la dimension, au nombre de variables. Mais d'une manière générale, pas forcément. Si on travaille avec les matrices sont très réduites, non réduites, pas forcément. Ce sera juste la somme des valeurs propres. Mais c'est un résultat, lorsque la matrice est très réduite, la matrice des corrélations, c'est toujours l'inertie totale égale le nombre de variables. C'est très, très simple. Alors, le taux d'inertie, très bien. Donc, si on veut chercher le taux d'inertie expliqué ou bien porté par chaque axe, parce qu'on a 3 valeurs propres, on peut avoir 3 axes, mais bien sûr, comme initialement, on a 3 variables, on aimerait bien réduire. Pour réduire, donc, ou bien avoir une seule nouvelle variable, ou bien 2 nouvelles variables. Je vais garder les 3. Donc, je vais donner une ACP. C'est pas intéressant. D'accord? Donc, initialement, fait l'exercice, on a 3 variables. Si on veut construire une ACP, on veut réduire ce nombre de variables à un sous-espace, donc égal à Q, donc ou bien avoir un seul axe, donc Q égale 1, une seule composante principale, ou bien avoir un plan, donc un sous-espace de dimension 2, et donc on doit avoir deux composantes principales, c'est-à-dire 2 nouvelles variables. Voilà, déjà c'est clair, le fait d'avoir une valeur propre égale à 0, c'est donc le taux d'inertie
portés par chaque axe, qu'est-ce qu'on va avoir? Les taux d'inertie portés ou bien expliqués par chaque axe se calculent comment? Se calculent en tant que s'exprime en pourcentage. C'est donné par lambda i divisé par la somme des lambda i. C'est toujours. Prenez dans le cas où une normée sont très réduites, donc la somme de lambda i égale le nombre de variables, et donc lambda i sur f. Et donc, le premier axe, quand même, le premier axe, toujours il correspond à la plus grande valeur. Donc, l'inertie portée par le premier axe, ça va être égal. La part d'inertie, c'est 2 sur 3. 2 sur 3, ça veut dire 0,66. Le deuxième axe, c'est 1 sur 3, c'est 0,33 et virgule. Le dernier axe, c'est 0 sur 3, c'est 0. Le taux d'inertie égal à 0, pas d'information, il ne porte rien d'information. D'ailleurs, ça s'explique, c'est normal. Initialement, on a 3. Donc, on ne va pas garder 3. On ne va pas garder 3 axes, 3 variables, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, les taux d'inertie, se calcule comme ça. Donc, l'inertie portée par chaque axe divisé par la somme, divisé par l'inertie totale. L'inertie portée par chaque axe divisé par l'inertie totale. Donc, on a un tiers, on a 0 sur 3 et 2 sur 3. Et donc, c'est 33%, 0% et 66,6%. Donc, à deux, on a les taux d'énergie portés par les axes, les différents axes. Alors, à part de ces taux justement calculés, on vous demande de choisir et d'expliquer, de justifier votre choix pour le nombre d'axes à retenir. Alors, justement, pourquoi on cherche ces taux? Il fait partie quoi? Il fait partie du critère global. En général, oui, il utilise ça parce qu'il est intéressant. Le fait qu'il y ait comme le taux d'énergie expliqué par chaque axe, il y a l'information portée par chaque axe, donc quand même, il nous donne une bonne information. Alors, comment expliquer les choses? Il faut les expliquer dans ce sens-là. Du moment que chaque axe, chaque opposante, elle se détermine d'un axe principal, ou avec l'axe principal, il porte une certaine information qu'on peut mesurer par un certain taux qui est donné par le pourcentage. Donc, le premier axe, il correspond à la plus grande valeur propre. Donc, le taux d'énergie est 66,66%. Du coup, tout dépend du problème à résoudre. Si on veut une bonne précision, ça veut dire on aimerait bien garder un taux élevé. Donc, si on veut se restreindre, on est satisfait ou bien on est satisfait avec ce pourcentage de 66%. On peut s'arrêter là parce que c'est supérieur à 50, c'est supérieur à 60%. Donc, on peut le garder. Et donc, on va construire un seul axe, c'est-à-dire une seule composante variable. Maintenant, tout dépend du problème. Si on veut avoir une bonne précision, plus d'informations, on aimerait bien minimiser au maximum la perte d'informations. Donc, je fais le deuxième axe. Quand on va le rajouter, qu'est-ce qu'il va nous porter comme pourcentage? Donc, il y a déjà le premier axe, il recouvre 66% d'énergie totale. On peut donc le sélectionner, le garder un seul axe. Si on n'est pas satisfait, d'accord, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on rajoute la deuxième valeur propre, l'information qui a été perdue par l'axe 1 et qui est portée par le deuxième axe, par la deuxième valeur propre, qui est 33,33%, on remarque qu'on peut récupérer 100%. Et donc aussi, ça serait intéressant de garder la deuxième valeur propre pour couvrir 100% à peu près de l'énergie. Donc, pratiquement, c'est 0% de l'information perdue. D'accord? Et donc, ça serait plus intéressant de construire un plan. Pourquoi pas ne pas construire un plan? Donc, deux composantes principales et donc deux nouvelles variables. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire comment, en général, donc, comment justifier le choix? Si on vous a, dans l'exercice, dans un problème donné, si on a imposé, c'est-à-dire on a un certain taux a priori à prendre en charge. Bien sûr, on compare. Par exemple, l'exercice a un problème, j'aimerais bien donc garder 80% d'énergie totale. Donc, on a pris 66. C'est clair et net que je ne prends pas parce que, a priori, j'ai fixé un taux. Habite 70, habite 75, habite 80. Tout dépend de l'exercice, dépend du problème à résoudre. Donc, je le compare à ce que j'ai fixé au départ. Ou là, quand on dit, donc, j'ai atteint ce qui a été fixé, je m'arrête. Si c'est pas atteint, je le complète jusqu'à avoir ce que je veux.
C'est clair? C'est un exemple, c'est un exercice, on est en train de discuter. Donc, à 66%, 70, on peut, comme il n'est pas mal, je peux garder axe, ce n'est pas faux. Mais je remarque en parallèle, si je rajoute la deuxième valeur propre, j'atteins 100% d'informations, donc c'est plus intéressant, donc je peux garder finalement 2. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une étude, c'est une analyse, c'est à l'utilisateur donc de faire les calculs, de récupérer les inerties, de comparer ce qu'il a et à ce qu'il veut. À partir de là, il peut fixer ce qu'il veut. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Donc, il y a deux axes. Parce que quand on rajoute l'information portée par le deuxième axe, l'ERCO à 100%, donc pourquoi ne pas? On a minimisé au maximum finalement, la perte c'est 0%, donc Nardou. Seulement qu'est-ce qu'on a Nardou? Le premier axe, on est obligé. Donc notez bien s'il vous plaît. La première composante C1, on est obligé de la déterminer à partir de la troisième, comme par hasard, j'ai noté lambda 3, et 3. Alors je suis obligé de la calculer par la valeur propre qui est là, 2. Obligé. C'est pas à discuter. C'est-à-dire que de les calculer autrement, c'est faux. Donc, C1, la première composante principale, la première nouvelle variable, il y a par lambda 3, par 2. La deuxième, parce qu'avec l'axe qui vient après, il complète l'information. Il complète l'information perdue. L'information perdue par le premier axe est complétée à le deuxième axe. Et ainsi de suite. L'information perdue par le premier axe, deuxième axe, il va la compléter le troisième axe. Dans le cas où on a 10 variables, 5 variables, parce que si on a par exemple 10 variables, 5 variables, 10 ou bien 7 ou bien 8, on peut aller peut-être à 3, pourquoi pas. La visualisation est difficile, mais c'est logique, 3 à 7, c'est intéressant, la dimension. D'accord? Donc, on dit, on complète l'information perdue à chaque fois par un axe, par un plan, par les deux axes, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Alors, très bien. Donc, pour récupérer les composantes principales, regardez comment on vous a posé la question. Donc, il faut bien lire les questions parce que nous directement déterminer les composantes principales. Déterminer ici les composantes des individus le long des axes choisis. D'accord? Lisez bien la question. Déterminer les coordonnées des individus le long des axes choisis. Ça veut dire les coordonnées des individus dans le nouveau plan. Le nouveau plan, il est constitué de quoi? Donc, les deux composantes variables et donc les deux axes principaux. Donc, première étape à faire, c'est de chercher les axes principaux. D'accord? Maintenant, on va les composantes principales. Vous ne pouvez pas récupérer la composante principale comme elle juge par l'axe. La composante indique qu'elle est portée par l'axe. D'accord? On va déterminer la variable. Très bien. Donc, ce qu'on va faire pour déterminer avec les coordonnées, ce qui revient à chercher les composantes, pour récupérer les composantes, on doit chercher d'abord les axes principaux. D'accord? Donc, les questions ont été posées d'une manière à voir les questions ont été posées pour interpréter géométriquement, d'accord, ce qu'on est en train de calculer. Mais je est-ce que vous avez compris? Les questions ont été posées de telle sorte à expliquer, à exprimer ce qu'on est en train de chercher. C'est à vous donc d'interpréter ce qu'on est en train de chercher par les formules que nous appliquons. Donc les questions, il faut bien lire les questions. Donc, les coordonnées des individus le long des axes choisis, qui sont présentées, au lieu de les présenter visualisées tout d'abord, je suis visualisé, alors on va les coordonnées, parce que là, avec les coordonnées, là, ça va visualiser dans le plan. Donc, on doit chercher les axes principaux. Alors, tout d'abord, il faut dans l'ordre, le premier est associé à la plus grande. Donc, lambda égale 2, obligé. هذا هو البروميير اكس تحسبه ما تروحوش تحسبوا قبل تاع واحد ما تروحوا لزوج سي فو ماتيماتيكمون c'est-à-dire que راني با كومبري واش معناتها ان سي بي donc le premier axe نحسبوه associé à la valeur propre égale à 2 كما قلنا l'autre fois ناخذ donc un vecteur propre quelconque un vecteur propre il doit toujours vérifier هنا le vecteur propre associé à la valeur propre ou la valeur propre à la matrice R donc لازم vérifier R fois V égale lambda fois V. Et là, on va chercher le petit v, le vecteur propre. D'accord?
la matrice R multipliée par le vecteur V, تعطينا x moins z, y, هذه la matrice, multipliée par x, y, z, donc c'est x moins z, y, moins x, 0 fois y, plus 1 fois z, donc moins x plus z. Donc, هذه multipliée fois v, elle doit être égale à lambda fois v. Lambda fois v, c'est 2x, 2y, 2z. Donc, la première, elle est équivalente. 2x moins x, c'est x. Donc, x moins x moins z égale à 0. La première, c'est y égale à 0. La troisième équation, moins x plus z moins 2z, c'est moins z. Donc, finalement, c'est équivalent à quoi? À z, à z égale moins x, et y égale à 0. Donc, là, on a obtenu deux relations. On va les remplacer dans v, عندي x fois x, y c'est 0, et gz c'est moins x. Donc, vous voyez la différence avec l'autre fois? L'autre fois, c'était avec une matrice dimension 2, matrice carrée dimension 2. Donc, on avait y et x. On a remarqué qu'on a 3 composantes. Donc, il faut nous vers la fin quelque chose qui dépend. Vous voyez? Donc, c'est x, traduit le x. On aura 1, 0, moins 1. D'accord? Donc, avec x bien sûr différent de 0. Donc, le vecteur, bien sûr, générateur de base, nous avons 1, 0 ou moins 1. Nous avons la norme tau. La norme tau, c'est combien? C'est racine de 1 plus 0 plus 1. C'est racine de 2. Donc, la norme tau est différente de 1. Donc, il faut nous le vecteur qu'on a normé. Ça fait le premier vecteur qui va, premier vecteur propre, premier axe principal, il est généré par quel vecteur? Par le vecteur propre normé qui est égal à V sur la norme de V. Donc, c'est 1 sur racine de 2, autrement dit, racine de 2 sur 2, 0 sur racine de 2, donc c'est 0, moins 1 sur racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 2. هذا هو donc le vecteur propre normé, هذا هو le vecteur unitaire, le premier axe principal. Je l'ai noté V1. Donc, V1, c'est le vecteur unitaire du premier axe principal qui va me déterminer la première composante principale après. Après la composante principale. C'est clair comme on a calculé le premier axe principal? Donc, on a le même travail pour le deuxième axe principal. Est-ce que c'est clair? Que je cite le premier axe principal? D'accord, on continue? Très bien. On continue, très bien, on continue le travail. Donc, alors, donc, le générateur, tu as la première composante principale, c'est le premier axe principal. Donc, on a la deuxième plus grande valeur. Parmi la deuxième plus grande valeur, c'est 1. Des autres classes de la deuxième, c'est 1. On a 1. Alors, quand on a 1, on va suivre bien sûr les mêmes étapes. On a un vecteur quelconque, on va le tel que RU égale lambda U, on حسبوا هذاك le U. La matrice RU, attendez toujours à dire, lambda égale 1, donc 1 fois X, 1 fois Y, 1 fois Z. Je résoudre ces équations. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? X moins Z égale X, ça veut dire X moins X, 0 moins Z égale à 0, autrement dit Z égale à 0. Y égale Y, c'est toujours vrai, une équation vraie, quel que soit Y. La dernière, moins x plus z égale z, donc moins x plus z moins z, c'est 0, x égale à 0. Donc, nous avons le vecteur U, vecteur propre, x, qu'on a, c'est 0, y, il est quelconque, donc on va y, z égale à 0, je remplace par 0. Donc, on va y. Qu'est-ce que j'obtiens? Le vecteur propre égale y fois 0 à 0. Là, par exemple, très bien, c'est un exemple très intéressant. La norme de U, c'est combien? Hein? La norme de U, c'est combien? Allô? La norme de U, c'est combien? C'est 1.
Le fait que ici, puisque la norme de U égale à 1, ça veut dire quoi? Je peux garder directement ce vecteur propre comme étant le deuxième vecteur générateur du deuxième axe principal. Parce que la norme égale à 1. Qui à 1, ça revient en même. Et donc, le deuxième axe principal, il est engendré par quel vecteur propre? Par le vecteur U. Donc, c'est delta U. Le delta U2, est engendré par U parce que la norme tau, c'est 1. Je le prends tel qu'il est. D'accord? Donc, finalement, le plan factoriel, le nouveau plan factoriel dans lequel je vais présenter mes données sera constitué de deux vecteurs. Le premier qui a été donc nommé V1, ou le deuxième qui est nommé U2 ou la U, par des notations U2 ou la U. Je peux garder U, d'accord? Mais il est engendré par un des deux. Le premier V1 ou le deuxième celui-là. D'accord? À partir de ces deux vecteurs propres normés, qui constituent les axes principaux, je peux récupérer les composantes principales. N'est-ce pas? Parce qu'on a comme déterminer les coordonnées des individus dans le plan. Je m'appelle les coordonnées, les projections des individus sur les axes, sur les composantes principales. Et donc, je me prends les composantes principales et chaque composante principale, chaque coordonnée de chaque composante va représenter les coordonnées. Nous allons étape par étape. Donc, on a le plan factoriel جديد, c'est un nouvel plan, et dimension, sous-espace dimension 2. Donc, le premier V1, deuxième engendré, le vecteur U2. Et vous remarquez bien que UA et U2, VA et U2 sont orthogonaux. Ils sont de norme égale 1. Produit scalaire égale à 0. Ils sont orthogonaux. Donc, ils forment un plan. Les composantes principales à des autres, elles sont définies comme suit. C'est Z fois les UI. Donc, la première, c'est Z fois V1. La deuxième, c'est Z fois U2. Donc, s'il vous plaît, il faut aller dans l'ordre. La première qu'on a, donc c'est Z fois le premier vecteur propre, hein, parce que la première composante, la valence de Haria, égale la plus grande valeur propre. Donc, l'inertie maximale. Donc, c'est 1, c'est Z fois V1. On complète par C2, par lambda 2, donc on a le U2. Et donc, C2, c'est Z fois U2. Pouche ma Z, on la matrice Z, je la multiplie par le vecteur. N'oubliez pas la matrice Z. Parce qu'on a double centré réduit, on a double X. Ça n'a pas de sens, puisque à partir de R. Donc, on a Z, elle est là, multipliée donc par avec Z, c'est Z, d'accord, multiplié par, donc C1, c'est Z multiplié par le premier vecteur propre normé, ou la deuxième composante, c'est Z multiplié par le deuxième vecteur propre normé. Qui dit les calculs Z fois U1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les valeurs. C'est 1, 1 moins 1, 1, 1 moins 1. Ou Z, c'est 2, moins racine de 2, moins racine de 2, racine de 2, racine de 2. Qu'est-ce que vous remarquez justement? La dimension de chaque composante principale, c'est combien? On a 4 composantes. C'est normal. Je sais qu'on a 4 composantes parce qu'on a 4 individus. On a 4 individus. Donc, on est sur la valeur 1. Donc, maintenant, il faut bien lire. Là, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la projection du premier individu sur le premier axe. Ou moins racine de 2, c'est la projection du premier individu sur le deuxième axe. Donc, les coordonnées des individus, le premier individu, qu'est-ce qu'il aura comme composante? Il aura 1 moins racine de 2. Le deuxième individu, il aura moins 1 moins racine de 2. Troisième individu, il aura le 1 et racine de 2. Et le dernier individu, il aura comme composante moins 1 racine de 2. Clair? Est-ce clair? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, vous me suivez? Très bien. Donc, c'est comme ça. Donc, vous remarquez, quand on a les données, c'est facile à retenir les formules. Au contraire, elles sont très intéressantes. On peut lire finalement à partir de la matrice,
On peut lire les informations à partir du vecteur. Vous remarquez donc l'utilité de plutôt la simplicité donc des résultats lorsqu'on a les valeurs écrites bien données par la forme sous la forme de vecteurs bien de matrices. Très bien. Justement, après on vous demande les corrélations entre les variables initiales et les composantes principales. Hadia donc c'est qu'on s'exprime par les nouvelles par les composantes principales déterminées dans l'axe dans le plan plutôt des individus, c'est le FICA. On a FICA c'est la composante principale associée à la valeur propre VK dans l'espace des individus. Ou lambda K, c'est valeur propre la même, que ce soit variable, que ce soit individu, donc parce qu'elles ont les mêmes valeurs propres. Donc, pour récupérer les corrélations entre les variables initiales, les composantes principales, donc nouvelles variables, on doit chercher les composantes principales dans le plan des individus. Grâce à cette relation, comme tout à l'heure, c'est racine, donc on aura deux, parce qu'on aura deux, parce qu'on a deux, on a fait l'espace des individus, donc on a fait l'espace des variables, donc on a C1 et C2, donc on a deux nouvelles variables, donc le nouveau plan, donc le nouveau plan, on s'appelle deux axes, K égale 1 et 2, donc on a 1 et 2. Le A quand on a 1, donc on aura une seule composante, donc là on aura deux, phi1 et phi2. Alors, phi1, c'est racine de lambda 1 fois U1, ou phi2, c'est racine de lambda 2 fois U2. Alors, les composantes à les phi, justement, représentent les corrélations, les relations entre les nouvelles variables et les anciennes variables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on a deux composantes principales associées à deux vecteurs propres normés qui sont U1 et U2. Racine de 2 sur 2, 0. 0, 1, 0. À partir de là, maintenant, je récupère phi1. Phi1, c'est racine. La valeur propre, c'était 2. Donc, c'est racine de 2 fois V1, U1. Ou la deuxième valeur propre, c'était combien? C'était 1. Donc, racine de 1 fois le vecteur. On trouve donc 1, 0, moins 1. On a 0, 1, 0. Alors, comment il faut lire les deux composantes variables, les composantes principales dans le plan relativement au nuage des individus dans l'espace, plutôt des variables dans l'espace des individus. Alors, comment il faut les lire? Il faut les lire dans ce sens-là. On a chaque composante, elle représente la corrélation entre la nouvelle variable et l'ancienne variable. Donc, on a phi 1. La première composante, qu'est-ce qu'elle représente? La corrélation entre la première variable avec la première composante principale, la première nouvelle variable. En bas, je reste toujours avec la première composante. Phi 1, la deuxième, 0. Qu'est-ce qu'elle représente? La corrélation entre la deuxième variable avec la première composante, avec la première nouvelle variable. La troisième composante, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la corrélation entre la troisième variable et la première nouvelle variable. Donc, vous remarquez qu'il y a phi 1, la composante principale dans l'espace des individus. Chaque composante, elle représente la corrélation entre la première variable et la première composante. La deuxième variable et la première composante, parce qu'elle est toujours à phi 1. Donc, c'est toutes les variables avec la première, dans l'ordre. La première composante principale, je suis avec la première composante principale. Donc, toutes ces composantes, qu'est-ce qu'elles représentent? Les corrélations de les variables avec cette composante. Dans l'ordre, la première variable, la deuxième variable, la troisième variable. Qui nous phi 2? La deuxième composante. Donc, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir les variables, les anciennes variables, les corrélations, les anciennes variables avec la deuxième composante. Donc, c'est x1 avec c2, corrélation de x2 avec c2, corrélation de x3 avec c3. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Phi 1. Je suis en train de projeter toutes les variables dans les plans. Soit phi 1. Les projections, les anciennes variables sur le premier axe. Phi 2, c'est une projection des variables initiales sur le deuxième axe. Et donc, on couple 1, 0, 0, 1, moins 1, 0,
qu'est-ce qu'il va me présenter? Il va me présenter, il va me présenter les coordonnées à une nouvelle variable, le plan JD, le nouveau plan. Donc, la première variable aura comme composante 1, 0. C'est 1 en bas de 0. La deuxième composante aura comme coordonnée 0, 1. La troisième composante aura comme coordonnée moins 1, 0. Pour simplifier cette représentation, nous allons dire comme ça dans un tableau. Un des premiers axes, un des deuxième axe. x1. Donc, c'est x1. x2, x2, x3. هذا premier axe. شو معناتها premier axe? Premier axe معناتها هذه. معناتها هاي premier axe معناتها هذه معناتها في 1. Deuxième axe في 2. Donc باش ما تتغلطوش c'est très simple de présenter comme ça ici. هنا تكتبوا c'est في 1. D'accord. هنا ce n'est que في 1. D'accord. Il y a des présentations qui nous facilitent beaucoup la tâche. وهنا ناخذها c'est في 2. D'accord. Donc, ندير verticalement les coordonnées de phi 1, ندير verticalement les coordonnées de phi 2. On m'a donné qu'est-ce que j'ai les variables. Donc, les composantes 1, 0 sont les coordonnées de la première variable dans le nouveau plan. 0, 1. Mais comme elles sont normées, avec les matrices normées, nous pouvons présenter au highlight. Donc, on connaît la corrélation entre x1 et phi 1. Comme c'est phi 1, donc 1, c'est la corrélation de la première avec C1, la corrélation de x1 avec C2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous présenter les choses avec le cercle de corrélation. Dès la première C1, composante C1, le plan factoriel JD, on a la deuxième composante c'est C2. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je représente x1. La première coordonnée c'est 1 sur la nouvelle première composante, ou c'est 0 sur la deuxième. Donc, on a J sur la première, sur le premier axe, et sur le périmètre. Par contre, x2, on a la projection sur le premier axe JD, c'est 0. Sur le deuxième axe JD, c'est 1. Donc, on dit la même chose sur le périmètre, ou dit donc sur la deuxième. Par contre, x3, on a c'est moins 1. C'est 0. Donc, J opposé à x1. Alors, à partir de cette présentation, nous avons les corrélations entre les nouvelles variables C1 et C2 et les anciennes variables qui sont x1, x2, x3. Donc, comment il faut lire? Il faut essayer de lire les relations. Donc, on a x1, puisqu'elle est sur le périmètre, c'est-à-dire elle est fortement corrélée. Elle est fortement corrélée avec la première composante C1. Mais elle est corrélée fortement positivement parce qu'elle a l'axe, le sens de l'axe. Par contre, C3, elle est fortement corrélée avec C1, mais dans le sens contraire, négativement. D'accord? X1, X3, si vous remarquez bien, on est quand même sur le même axe C1. Mais X1, elle est positivement corrélée avec C1. Par contre, X3, elle est négativement corrélée avec C1. Par contre, x2, la même chose, elle est sur le périmètre, parce que le a valeur 1, et donc, où elle a le sens positif, donc elle est fortement corrélée avec C2. Et là, comme x1 et x3 là, sur les mêmes axes, c'est-à-dire qu'on peut négliger finalement x3, donc celles qui sont plus importantes, c'est x1 et x2. D'accord? Donc, c'est une façon de voir les relations entre les nouvelles et les variables, nouvelles variables et les anciennes variables. C'est comme ça qu'on essaie d'analyser et d'étudier donc les relations entre les variables. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Allô? Un problème? Allô?
On vous suit, madame. Ah, d'accord. Ouais. Parce que j'ai pas la cache de rien que ça, non, je me suis dit peut-être. Allez, On attends. vous écrit sur le chat, madame. Anna? On vous écrit sur le chat. D'accord. Oui, oui, je suis en train de quand même de lire ce qui est parce qu'on ne sait jamais quelle question ou pas. Très bien. Donc, c'est bon, vous arrivez à me suivre. Vous avez compris un petit peu à travers cet exemple-là? Est-ce que c'est on a éclairci un petit peu les idées qu'on a vues théoriquement tout à l'heure? Oui, madame. C'est Est-ce beaucoup que, plus clair avec est-ce que, l'exemple, madame. Anna? C'est beaucoup plus clair avec l'exemple. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. Même les questions ont été posées autrement. Mais si je mathématiquement calcul valeur propre, calcul vecteur, ça n'a pas de sens. Mais relativement à ce qu'on veut, notre but, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut, c'est ACP. D'accord. Donc, dans ce sens-là, on va essayer juste donc ici d'illustrer l'idée avec une matrice de 4 individus, 3 individus. Parce que qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez bien que parce que finalement, la notion la plus importante, c'est la valeur propre. Parce que maintenant, on a le vecteur propre, maintenant, on a l'axe principal, maintenant, on a la composante principale, et ainsi de suite. Donc, si on a une matrice dimension, vous allez voir dans la série d'exercices, il y a 10 individus, 11 individus, peu importe. Parce que si vous remarquez bien, la matrice des variances covariances, la matrice de corrélation, c'est la matrice des variables. Donc, nous avons une matrice sur individu, mais 3, 4, je vais sur une matrice 3 ou 4, je vais 3 variables, 4 variables, je vais les valeurs propres. Parce que, bon, avec un TP, avec un programme, c'est quel que soit le nombre de variables, mais puisqu'on est en train de, on n'a pas de TP, on est en train d'illustrer les idées. Donc, on aimerait bien toujours faire 3 variables, 4 variables, 2 variables. C'est-à-dire, je de près, je les calculs de près, et on peut calculer. Mais avec un TP, bien sûr, en général, une population d'individus observée par quand même un nombre de variables important. Le chiffre à 3, 4, 2. D'accord? On essaie donc juste d'illustrer les idées. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on a une petite pause à 5 minutes ou là. Après, on va commencer les TD. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Sur ce qu'on vient de, on est venu de faire, d'accord? D'accord? Et on va essayer de faire, donc, on va entamer la série d'exercices. C'est une série d'exercices. On va commencer la série numéro 2, Chana. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe, une pause de 5 minutes, on joue dans la série. D'accord? Très bien. OK.